Si vous vouliez une étape pour justifier que le cyclisme professionnel est absolument un sport d'équipe, je crois que vous ferez bien de rester. Le parcours du jour quittait le bord de mer pour commencer à s'aventurer un peu sur les contreforts des Apennins, cette chaîne de montagnes où tant d'histoires du cyclisme italien se sont écrites. Et aujourd'hui, contrairement à l'étape de la veille, les coureurs auraient à danser avec la pente pour espérer lever les bras. Bon, rien de bien indigeste non plus, pas même de quoi décourager les plus téméraires des sprinteurs, et ça tombe bien, il y en a deux qui nous intéressent tout particulièrement. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est le travail d'équipe qu'on va mettre à l'honneur. À commencer par cette équipe Coratec, qui s'est donné pour mission d'être à l'avant tous les jours. Quand ils sont 174 à juger qu'il est bon ton de rester au chaud, Konichev et Stonic s'offrent eux une aide d'honneur bien méritée sur 175 km. On a souvent tendance à qualifier ces échappées de commerciales, et plutôt que d'en faire quelque chose de péjoratif, moi, je préfère y voir l'expression d'une volonté de faire vivre la course, la vraie, là où la rationalité voudrait qu'une stratégie attentiste prévaut toujours sur la prise de risque. Quand je vois cette image d'une tête de peloton qui pousse ses hommes pour les inciter à goûter le risque qu'ils n'oseraient jamais prendre, j'avoue être inquiet pour l'avenir d'un cyclisme où l'échappée n'est plus une stratégie à part entière, mais seulement une opportunité promotionnelle. Pour ces raisons, et tant d'autres en réalité, merci messieurs d'avoir égayé mon après-midi. De toute façon, c'était soit ça, soit l'histoire de Frédéric Frison et de son cochon. Petit aparté légère, quant au micro d'Eurosport, Philippe Gilbert évoquait son ancien coéquipier et son cochon de compagnie, à qui il consacre une page Instagram. L'évolution du nombre d'abonnés de Pipque le petit cochon, en fil rouge d'une course qui n'attendait qu'à se décanter. Ok, on va reparler un peu vélo, promis, avec une invitée surprise venue jouer les troubles fêtes, la pluie et l'inévitable risque de chute qu'elle traîne avec elle. Parti sous un ciel menaçant, le peloton croisait la route de quelques ondées, une compagnie non désirée qui allait altérer le final de l'épreuve. Sur ces images de la descente finale, Eurosport nous annonce une chaussée des plus glissantes, une information qui n'a pas tardé à remonter à l'oreille des directeurs sportifs. Ok, vous êtes un sprinter qui ne passe pas bien les bosses, mais vous descendez particulièrement bien. Quelle est votre stratégie sur une étape comme celle-ci ? Le but est simple, limiter l'écart au sommet et espérer revenir dans la descente. Bon, ouais, c'est clairement plus facile à dire qu'à faire, mais Ethan Hayter et Fernando Gaviria l'ont fait à 2 reprises. C'était il y a 2 semaines sur le Tour de Romandie. Maintenant, si la pluie s'en mêle, que la route est particulièrement glissante, cette stratégie devient encore plus qu'avant un jeu à haut risque où finir par terre pourrait bien coûter beaucoup plus cher qu'une simple victoire d'étape. A l'inverse, pour un coureur comme Matthews, qui n'est pas le plus rapide mais pas non plus le dernier en montée, il aurait tout intérêt à utiliser le travail de sa formation pour ne laisser aucune chance aux moins bons grimpeurs de s'accrocher et provoquer pour ses adversaires directs la fameuse balance des risques et des gains. Dans la même veine, Mads Pedersen a lui l'avantage d'être redoutablement à l'aise lorsque la pluie vient vernir ses quelques routes. Matthews et Pedersen, c'est un intérêt commun pour une seule place sur le trône. Mais c'est surtout 2 équipes différentes, et c'est là qu'il faut qu'on parle de 2 hommes sans qui cette étape aurait eu une toute autre saveur. Lui, c'est Emmanuel Guébré-Zabier. On en a déjà parlé hier pour louer son travail d'équipier remarquable, mais aujourd'hui, il a encore été un atout des plus précieux. De l'autre côté du ring, on a Filippo Zanna, avec un Z, champion national adulé sur ses routes, qui a les qualités nécessaires pour jouer sa carte personnelle sur une arrivée comme celle-ci, mais qui va, lui aussi, fournir un merveilleux travail. Dans la bosse, Zanna prend les devants du peloton, quasiment au sprint. Derrière, les sprinteurs craquent, le plan est en marche. Ils ne sont plus très nombreux à pouvoir prétendre à la victoire d'étape. Ok, petit aparté pour signifier qu'au sommet des 2 ascensions, c'est Thibaut Pinot qui est passé en tête pour revêtir le maillot de meilleur grimpeur. Est-ce qu'il en fera son objectif pour son dernier Giro ? Ouais, sans doute. Retour sur le peloton. Ici, la pente est à 10%, comme l'indique ce panneau. Le travail de Zanna a été si efficace que, là-bas, dans le fond de l'image, c'est Mads Pedersen qui perd contact avec la tête de la course. Quelques mètres plus loin, Guébré-Zabier est appelé à l'oreillette. Il faut qu'il décroche pour épauler son leader en perdition. Quelques secondes plus loin, le voilà avec lui. Bon, est-ce que c'en est fini pour les espoirs de Pedersen à cause de la route dangereuse ? Je vous l'avais dit, lui est particulièrement adroit lorsque la route est mouillée.
Mais ce que j'imaginais pas, c'est que toute son équipe, avec Gebrselassie en tête, allait faire l'effort pour recoller à la tête de course. Joao Almeida, lui, goûtera au bitume. On nous rappelle que le Giro peut se perdre beaucoup plus facilement qu'il ne se gagne. Devant, Roglic et Evenepoel se battent pour quelques précieuses secondes de bonification, puis tout en bas de la descente, quand il ne reste plus que le faux plat ralliant la ligne d'arrivée, Gebrselassie, encore et toujours, prend la tête du peloton. Il ne sera relayé que par un homme que vous connaissez déjà, le champion d'Italie qui n'en avait pas fini avec les sacrifices. Et puis, dans un ballet sublime d'abnégation, c'est encore Gebrselassie qui conduira les hommes aux portes du dernier kilomètre. Le reste est une affaire de conclusion, un mano à mano sublime entre Pedersen et Matthews, deux leaders qui n'ont jamais autant brillé que lorsqu'ils ont été polis par le travail d'orfèvrerie de leurs équipiers. À la Jayco, les lauriers, à la Trek, les regrets. Cette partition d'équipe, menée par deux capitaines de route magnifiques, était assurément le plus beau spectacle que cette étape avait à offrir. Et comme une fois n'est pas coutume, je vous laisse avec des images de liesse, une embrassade emplie de valeurs magnifiques entre le vainqueur et son bâtisseur.